Alors, le premier atelier donc, portait sur l'étape d'évitement, en particulier les enjeux spatiaux en fait, liés à l'étape d'évitement de la séquence ERC. Anne-Sophie Chaplin, donc, chef du service biodiversité à la région Nouvelle-Aquitaine, est rapporteure de cet atelier. Sur le plan environnemental, donc, comme chacun sait, l'évitement, c'est la seule phase de la séquence ERC qui permet de s'assurer de la non-dégradation de la cible environnementale visée. Sur le plan économique, on constate également que l'évitement peut permettre d'éviter des surcoûts financiers, notamment lorsqu'il se traduit par une moindre consommation d'espace, et notamment à une période en fait où les objectifs, les exigences des politiques publiques augmentant, le coût notamment de la compensation et notamment le coût de la renaturation, puisqu'on a parlé du zéro artificialisation nette ce matin, ces coûts en fait augmentent en fait significativement et pousse aujourd'hui véritablement à mettre l'accent sur cette étape d'évitement. Sur le plan social également, il y a un véritable enjeu d'acceptation donc des projets d'aménagement par les citoyens. Et pourtant, l'évitement est encore bien souvent le parent pauvre de la séquence ERC. Alors, au cours de cet atelier 1, la question que je souhaite en fait vous poser au cours de cet atelier 1, quelles sont les principales difficultés rencontrées actuellement au stade de l'évitement dans notre région qui ont été abordés. Oui, alors bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Effectivement, dans ce groupe-là, on a parlé forcément beaucoup de connaissances, hein, puisque du coup, on sait que c'est quand même un élément nécessaire à cette étape d'évitement. Et du coup, une difficulté principale rencontrée, c'est le fait qu'on n'a pas toujours de connaissances, ou en tout cas pas l'entièreté de la connaissance de la biodiversité qui existe sur l'emprise d'un projet ou sur un territoire. Et du coup, ça appelle voilà, la question du besoin de poursuivre l'acquisition de connaissances globalement, le besoin aussi de mutualiser les connaissances, hein, de façon à les partager. Et voilà, on considère que même si c'est un peu sans fin l'acquisition des connaissances, bah, plus on la partage et plus il y a de chances qu'elle soit connue de tous et prise en compte. Le problème la difficulté du manque de connaissances, il peut être aussi vécu par les porteurs de projets comme une difficulté, parce que du coup, il y a aussi il y a à la fois un coût, et que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est anticipé et qui peut être difficile à prendre en charge, mais il y a aussi la question de la temporalité. On sait que quand on a des besoins d'inventaire, ça peut être long. On a eu un retour d'expérience sur un projet avec plus de 10 ans en fait, de besoin, le temps nécessaire en tout cas pour réaliser la complétude des inventaires. Et donc voilà, donc ça pose la question de la temporalité, le manque de connaissances peut être un frein en fait finalement à l'évitement. Dans les autres difficultés rencontrées, on nous a présenté aussi, donc on a travaillé autour d'outils existants justement pour mettre à disposition cette connaissance. Et on se rend compte que les outils qui existent font souvent état de la présence-absence d'espèces, alors dans la limite des connaissances existantes, mais c'est déjà quand même un premier niveau d'information. On a aussi des informations sur les enjeux de ces espèces, leur état de conservation. Mais par contre, on a plus de mal à avoir de l'information sur l'écologie des espèces, sur par exemple la population présente sur site, et ça pose des questions parce qu'on a besoin de ces éléments-là aussi pour pouvoir mieux les prendre en compte, pour pouvoir aussi mieux expliquer aux porteurs de projets les enjeux. Et on a aussi besoin de connaître mieux le lien entre ces espèces et les impacts que peuvent avoir les projets en fonction de leur typologie. Donc voilà, on est sur du vivant, donc on a été relevé la difficulté de la complexité du vivant. Ça bouge, c'est compliqué, voilà, il y a beaucoup d'espèces. Donc comment est-ce qu'on peut prendre en compte tous ces éléments-là? Et puis la troisième difficulté rencontrée sur l'évitement, elle concerne plutôt finalement la suite de l'évitement. C'est de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement que sur un périmètre, une emprise sur laquelle on a mis en place cette étape d'évitement, comment est-ce qu'elle peut être respectée dans le temps, éviter qu'il n'y ait pas d'autres projets non soumis aux autorisations qui puissent se réaliser sur ces périmètres-là. On n'a aujourd'hui pas d'outils réglementaires sur ce volet-là. Et donc, c'est une difficulté rencontrée, puisque du coup,
on peut se retrouver dans une situation où on a un porteur de projet à qui enfin, qui va avoir évité un secteur, et puis si derrière il y a un autre projet d'aménagement qui se réalise sur ce même secteur, évidemment, ça pose question et ça pose problème. Donc voir comment est-ce qu'on peut peut-être sanctuariser ces espaces. Voilà les trois grandes difficultés rencontrées. Merci, ça fait le lien avec l'atelier 2 d'ailleurs, cette nécessité en fait de tracer, de marquer en fait des secteurs sur lesquels il est reconnu des enjeux particuliers. Alexandre Dumaître, donc vous êtes chargé de mission évaluation environnementale à l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, rapporteur de l'atelier 2 sur la planification territoriale. Alors la bonne application de la séquence ERC, on le sait, elle nécessite une intégration, une anticipation et une intégration des étapes éviter, réduire, compenser dans les phases de planification. La réglementation impose, par exemple, d'évaluer l'impact des documents d'urbanisme sur l'environnement et de prévoir les mesures pour éviter, réduire, compenser. Cela nécessite, on le sait, un changement d'échelle par rapport aux approches historiquement centrées sur l'évaluation des impacts des projets. Alors, nous assistons en Nouvelle-Aquitaine à l'émergence de démarches d'intégration de la séquence ERC à des échelles territoriales. Est-ce que vous pourriez citer quelques-unes de ces démarches, si elles ont été abordées lors de l'atelier, et puis la plus-value apportée? Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, au sein de l'atelier numéro 2, nous avions 4 intervenants qui nous ont fait part de leur retour d'expérience sur leur territoire. Et ces retours d'expérience ont permis de mettre en lumière un premier point, à savoir la première séquence de la démarche ERC, c'est l'évitement. Et donc, le premier impératif, c'est de connaître les enjeux sur chacun de ces territoires, quelle que soit l'échelle du territoire, pour éviter justement de les impacter. Donc, on a eu deux retours d'expérience tout à fait intéressants. Celui du CAE de la Dordogne, dans le cadre de leur mission d'assistance continuité écologique, qui nous a expliqué que les outils tendent désormais à se démocratiser pour rendre la connaissance accessible. Et notamment, en partant de l'exemple de la caractérisation des zones humides, on s'est aperçu qu'au fil des années, on est passé d'une identification des zones humides potentielles sur un territoire à une modélisation assez fine des zones humides effectives et fonctionnelles, et que ces outils de connaissance permettent justement de localiser ces secteurs à enjeu dans les documents d'urbanisme. On a, dans le même ordre d'idées, une approche qui poursuivait le même objectif qui a été mené dans le cadre de la stratégie biodiversité de Bordeaux Métropole, à savoir le premier axe de cette stratégie, c'était d'améliorer les connaissances. Il y a eu tout un travail de cartographie des zones humides, de caractérisation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels, relatifs à la trame verte et bleue qui a été menée sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et ça a été vraiment la première pierre, la première étape de toute cette stratégie d'évitement qui a consisté à identifier ces secteurs à enjeu, donc avec la question de à quelle échelle, dans quel degré de précision on intègre ces données de connaissance dans le document de planification, à diffuser ces éléments de connaissance vis-à-vis des élus, vis-à-vis des porteurs de projets, avec une difficulté qui a été mise en avant par le responsable du service biodiversité de Bordeaux Métropole, que identifier un nouveau secteur à enjeu, identifier de nouveaux enjeux écologiques sur un secteur qui était prédestiné à intégrer un secteur de projet, c'est réinterroger quel est le devenir de ces secteurs, réinterroger un projet qui était prévu, et donc tout un questionnement qui découle de ces nouveaux enjeux identifiés sur les territoires. La deuxième étape, le deuxième élément important qui a à retenir des différents échanges qui ont eu lieu dans cet atelier, c'est le besoin de hiérarchiser ces enjeux, parce que l'évaluation environnementale demande de pouvoir être en mesure de justifier d'avoir fait le choix relevant du moindre impact environnemental. Et notamment, le Grand Port Maritime de Bordeaux nous a expliqué que de par son positionnement en bordure du fleuve, en bordure d'estuaire, il n'est pas dans des zones à enjeu ou sans enjeu écologique. Tous les secteurs, tout le foncier du Grand Port présente des enjeux écologiques, et donc il a fallu passer dans une démarche plutôt de hiérarchisation de ces différents secteurs, de manière à éviter de manière stricte
les parcelles à enjeux majeurs, de manière à identifier des secteurs de moindre sensibilité écologique, de moindre intérêt en termes de fonctionnalité écologique. Et cette hiérarchisation, finalement, a permis de démontrer que le projet stratégique de développement du Grand Port de Bordeaux se faisait ou s'orientait plutôt vers les secteurs de moindre enjeu pour aménager le port. Et dernier élément à retenir de ces échanges, c'est la nécessité de bâtir une véritable stratégie d'évitement. Monsieur Andrés du Scott Bergeracois nous expliquait qu'il avait eu une difficulté sur son territoire de Scott à mener une véritable stratégie éviter, réduire, compenser. Il était très souvent plutôt dans des séquences ponctuelles de la séquence ERC en réponse à tel ou tel projet donné. Et finalement, construire la démarche ERC, il l'a appréhendé sous forme d'indicateurs, sous forme d'outils d'évaluation pertinents à l'échelle de son territoire, comme indicateur des limites soutenables de l'aménagement et à quel moment donné on va impacter de manière significative les enjeux d'un territoire et à quel moment donné on doit réinterroger le projet et l'aménagement. Et voilà une illustration de comment cette démarche ERC peut être menée sur un territoire. Je te laisse la parole, Baptiste. Baptiste, tu n'as pas ton micro? Pardon, merci. Merci, il y a une idée là qui me semble effectivement tout à fait intéressante, cette notion d'indicateur de soutenabilité. Gardons-la quelque part dans un coin de notre esprit parce que je pense que ça fait partie effectivement des types d'indicateurs sur lesquels nous aurons besoin de travailler par la suite. Marie-Rosa, chargée de mission gouvernance, stratégie, diversité et partenariat à l'Adria Nouvelle-Aquitaine, et rapporteur de l'atelier 3 sur la compensation environnementale. Donc la compensation est la dernière étape du triptyque ERC. En France, il existe deux grands types de compensation. La compensation à la demande. Un aménageur fait appel à un opérateur pour qu'il réalise la compensation dont il doit s'acquitter. La compensation est souvent réalisée dans ce cas après le début des impacts du projet. Et il y a la compensation par l'offre. Un aménageur peut se tourner vers un opérateur qui a déjà réalisé une action pouvant servir de compensation écologique. Les actions de compensation sont réalisées avant le début des impacts du projet, via l'utilisation, par exemple, des sites naturels de compensation. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, des acteurs s'interrogent sur l'usage de l'une ou de l'autre de ces formes de compensation. Il y a des différences, elles ont certainement été abordées au cours de l'atelier. Est-ce que vous avez aussi évoqué des points communs et quels sont-ils ? Oui, donc dans cet atelier, nous avions un porteur de projet photovoltaïque, un spécialiste chercheur sur la compensation de l'INRAE et 3 opérateurs de compensation. Donc, effectivement, les débats ont tourné autour de qu'est-ce que peut apporter une ESNC, qu'est-ce que en rapport avec la demande. Donc, ta question porte particulièrement sur les points communs. Les points communs, c'est d'abord les principes de la compensation, avec l'argumentation qui dit qu'il faut de l'équivalence, efficacité, proximité géographique, pérennité, additionnalité, proportionnalité, faisabilité, temporalité. Ensuite, dans les deux systèmes, on a forcément des mesures de gestion qui permettent d'assurer le maintien dans le temps et de leurs effets. On doit déployer des mesures techniques, on doit déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. Et puis, il faut mettre en œuvre un suivi permettant de mesurer l'efficacité des mesures par rapport aux objectifs écologiques fixés, aux besoins de les adapter. Il faut capitaliser les retours d'expérience et bien sûr contrôler pour s'assurer du bon respect des engagements pris par les porteurs de projets. Qu'on soit dans les deux systèmes, on a aussi constaté un coût important de la compensation, que ce soit à travers les unités de compensation ou dans les procédures à la demande. Et puis, on a aussi dit que la compensation à la demande, quand elle est bien faite, elle est aussi dans une démarche d'anticipation, telle qu'elle est prévue dans la compensation par l'offre. Et donc, on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vision peut-être plus élargie au niveau d'un territoire et en travaillant avec de multiples acteurs pour que ces compensations soient bien sûr au départ, on est toujours dans le schéma de l'évitement
fondamentale, mais que si on n'a pas réussi à éviter des impacts, et bien que cette compensation soit la plus efficace possible en travaillant en collaboration et avec une meilleure connaissance des outils disponibles. Voilà. Merci, merci Marie. Et le dernier atelier portait donc sur le lien entre ERC et zéro artificialisation nette. Donc Céline Marmet, chef de service assistance à maîtrise d'ouvrage au département de Charente-Maritime et rapporteur de cet atelier. Alors l'application de la séquence a longtemps été conduite sans référence explicite à l'artificialisation. Cette situation a changé depuis le plan biodiversité en 2018 qui affirme l'objectif de zéro artificialisation nette. Et depuis la loi climat et résilience, cette année, le SRADET Nouvelle-Aquitaine, il y a quelques années, qui en fait convergent tous les deux autour d'un objectif de réduction de 50% du rythme d'artificialisation dans les 10 prochaines années. Alors cela signifie que désormais, la mise en œuvre de la séquence ERC doit aussi être cohérente vis-à-vis de l'objectif de ZAN, donc zéro artificialisation nette. Pour autant, nous en sommes actuellement aux prémices de ces réflexions, et c'est normal quand on voit le caractère récent en fait de ces obligations réglementaires. Est-ce que vous pouvez nous dire sur la base des échanges en fait au sein de votre atelier actuellement un petit peu où est-ce que nous en sommes en fait dans notre région à travers ce que vous avez entendu, et est-ce que des pistes en fait de travail émergent sur cette question du zéro artificialisation nette? Oui. Bonjour à tous. Donc effectivement, on est sur une notion qui est en train de se construire, en tout cas sur manière opérationnelle. Donc les intervenants qui ont apporté des expériences, ces expériences démarrent juste. Donc l'ensemble de l'atelier sera retracé et vous aurez ce retour sur les expérimentations. Qui a émergé dans les discussions, c'est qu'il y a la question du ZAN interpelle l'acceptation sociale de la densification, mais aussi on trouve il y a encore les collectivités et surtout les collectivités périurbaines sont encore très frileuses pour mettre en œuvre les outils permettant de moins artificialiser. Donc, on a évoqué en groupe la notion de nouveau modèle d'urbanisation et d'habiter qui reste à inventer. La question d'anticiper et de susciter les demandes citoyennes de demain. Et sur cela, c'est le rôle des collectivités locales est très important. Alors, pour quelle raison? Parce que ces objectifs sont atteignables par le biais de la planification, qui semble être l'outil pour mieux maîtriser l'artificialisation des sols. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas la solution miracle. Et alors, je vous livre donc, OK, planification, mais il a été dit dans l'atelier un SRADET plus ambitieux sur la question du ZAN. Je ne commenterai pas. Une traçabilité des actions ER dans les documents de planification. À ce titre, a été évoquée l'idée, alors on n'a pas forcément eu le temps de développer, mais assurer le suivi des mesures ERC des différents projets dans le temps menés par l'ensemble des porteurs de projets. C'est vrai que ça pose la question de l'addition de l'ensemble des mesures ER mises en place sur des projets qui ne sont pas menés par les mêmes porteurs de projets, et qu'est-ce que ça produit dans le temps? Qui est garant de ce suivi-là? La nécessité d'une observation des territoires à poursuivre et à développer, la nécessité d'une pédagogie et d'une sensibilisation des citoyens et des décideurs sur ces notions, sur ces objectifs, un partage indispensable des expériences régionales et nationales. Donc, on est vraiment, j'ai envie de dire, dans le cœur de la communauté dans ces objectifs. Et alors, il y a une question que j'ai mis un peu en exergue.
par rapport à la thématique de l'atelier, c'est la question de la valeur du foncier. Quel impact du ZAN sur le coût du foncier, mais aussi la nécessité sans doute de définir d'autres valeurs au foncier que la valeur économique. Voilà, et j'arrêterai là. Vous ouvrez un sujet là. Merci. C'est Merci l'objet d'un autre effectivement atelier futur. pour ce retour. Alors, non, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Il y a peut-être déjà des questions qui émergent chez les participants. Avant ça, je voudrais vous poser une question à tous les rapporteurs des ateliers. Est-ce que vous pourriez citer une ou deux pistes de travail pour la communauté régionale ERC ayant émergé au cours de l'atelier? Parmi vous, certaines ont commencé effectivement à dessiner des pistes de travail, mais voilà, je me permets quand même de vous poser la question de façon à ce que on puisse avoir un aperçu peut-être de ce qui se dégage déjà comme première piste de travail. Alors, je vois, on peut reprendre l'ordre des ateliers, Anne-Sophie, sur cette question. Oui, alors j'étais déjà un petit peu, enfin voilà, ça fait écho à ce que j'ai dit dans la première partie, mais dans la première question, dans les pistes de travail qu'on pourrait voir émerger dans la communauté, il y a ce travail sur sur le suivi de l'évitement, sur peut-être le fait voilà, de voir comment est-ce qu'on peut sanctuariser ces zones évitées. Il y a plusieurs pistes qui sont possibles, qui sont déjà l'intégration dans les plans et programmes de ces éléments-là. Comment est-ce qu'on peut les prendre en compte à ce niveau-là? Voilà, allez, pourquoi pas aller jusqu'à la piste réglementaire. En tout cas, je pense que c'est des choses qui peuvent être débattues. Voilà, et puis après, il y a derrière cette question, là, c'est sanctuariser les zones évitées, mais il y avait aussi la question sur peut-être des priorités à donner à l'évitement, des priorités sur peut-être des enjeux qui sont déjà connus, qui sont peut-être plus facilement identifiables, qu'on peut intégrer aussi facilement notamment dans les plans et programmes, sur notamment les zones humides, les trains vertés bleus, des éléments comme ça qui seraient peut-être à mettre plus en avant pour. Voilà. Et puis peut-être une deuxième grande piste de travail, parce que ça a été quand même pas mal l'objet de notre échange dans le groupe, c'était la construction d'un outil adapté. Voilà, on voit il y en a un qui existe en Occitanie. On a déjà des pistes qui existaient côté Poitou-Charentes. Donc voilà, comment peut-être construire cet outil en prenant bien en compte notre capacité aussi à mobiliser l'expertise. On a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les freins, il y avait la prise en compte un peu plus des ensembles, enfin, de l'écologie des espèces, voilà, d'avoir des données un peu plus précises aussi. Et on a des experts qui sont mobilisables, donc voir comment est-ce qu'on peut le faire. L'outil en lui-même, on l'a vu, il a forcément des limites. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut le compléter aussi. Et donc c'est créer un outil, et voilà, un peu dans toutes ces dimensions, et même peut-être, c'est une des pistes de travail aussi. Voir, ça rejoint aussi ce qui a été dit précédemment, mais voir comment est-ce qu'on peut peut-être aller aussi au-delà de la biodiversité en tant que telle, en tout cas des espèces ou des habitats, et peut-être aussi travailler la question des services écosystémiques pour pouvoir donner aussi un poids différent à nos arguments. Enfin, voilà, ce qu'on se disait, c'est qu'un porteur de projet ou une collectivité, elle va être finalement, elle va devoir presque faire un choix entre l'intérêt général des fois du projet et puis l'intérêt général que représente la biodiversité. Donc du coup, c'est des choix qui sont compliqués. Donc voilà, étoffer l'argument de la biodiversité au sens strict au service qu'elle rend et à ce qu'on peut perdre, entre guillemets, à la détruire, ça peut être aussi faire partie des pistes, en fait, d'élargir la question. Pour que chacun comprenne en fait de quel type d'outil on parle là, Anne-Sophie, c'est un outil qui permettrait d'informer, Alors, d'alerter des porteurs de l'outil, projets. enfin, c'est vrai que l'outil qui nous a été. Oui, voilà, c'est ça. C'est au moins déjà avoir un outil qui nous permet de recenser, enfin, d'identifier en fait les éléments de connaissance qui existent sur le périmètre d'un projet ou sur un territoire. Donc là, on nous a présenté le projet Bioccitanie, par exemple, donc qui est voilà, à partir d'un outil cartographique, on est capable d'identifier au moins les espèces présentes sur le périmètre dans un rayon. Là, c'est un rayon de 2 km dans l'exemple. Et voilà, connaître un peu mieux connaître les espèces présentes, les enjeux, et c'est dans cet outil-là qu'on pourrait aller aussi
renvoyer vers de l'expertise pour préciser les choses et surtout que les porteurs de projets appréhendent mieux ces questions-là. Quand on a une liste d'espèces, même si on nous dit que voilà, on a X espèces en liste rouge, bah, ça ne parle pas forcément, on ne sait pas forcément ce qu'on peut en faire et voilà, comment, enfin, finalement, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que voilà, l'enjeu, est-ce qu'il est majeur? Est-ce qu'il est moins? C'est complexe la biodiversité, donc ça nécessite d'aller vers des experts. Merci Anne-Sophie. Suffisamment clair. Merci Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a parmi donc les autres rapporteurs également, est-ce qu'ont émergé des premières pistes de travail, une ou deux peut-être, si vous pouviez citer une ou deux pistes de travail pour la communauté régionale ERC? Oui, au sein de l'atelier numéro 2, plusieurs pistes de travail ont été identifiées. Baptiste, je ne sais pas si tu m'entends bien, j'ai eu des problèmes de connexion tout à l'heure, me semble-t-il. Ah pardon, alors moi je vous entends très bien, oui. D'accord. Et donc notamment, dans cet atelier, on a débattu autour des documents de planification. Donc pour tout vous dire, on a beaucoup parlé d'évitement, étant donné que c'est l'échelle de réflexion qui est complètement pertinente avec la première phase de la séquence ERC. On a très peu parlé de compensation. Et comme disait Monsieur Le Sueur ce matin, à savoir que ne pas faire, c'est infiniment mieux que compenser, mais ne pas faire, c'est particulièrement difficile. Et donc la première piste, elle s'adresserait plutôt, elle serait en termes de gouvernance, à savoir comment accompagner les porteurs de projets, comment accompagner les collectivités, les élus, justement, à privilégier l'évitement de secteurs qui sont identifiés parfois depuis de nombreuses années comme sites de projet. Donc, c'est quelque chose qui est ressorti de nos échanges. Il y a un besoin de diffusion des connaissances et un besoin d'accompagnement des élus et des porteurs de projets pour privilégier justement une approche fonctionnelle, c'est-à-dire que quand une donnée, un enjeu est identifié, ce n'est pas quelque chose de statique. Il y a derrière toute une logique écologique de milieu, une logique écologique vis-à-vis de l'écologie des espèces qui fréquentent ces milieux. Et donc, il y a tout un terme de fonctionnalité à appréhender. Et ce n'est pas simplement une adaptation d'un projet à la marge qui va permettre de prendre en compte une nouvelle information, une nouvelle donnée. C'est une véritable réflexion de l'ordre de construction d'un nouveau projet, d'enrichissement du projet avec cette amélioration des connaissances. Une deuxième piste de travail est-elle plutôt méthodologique, à savoir, on est toujours dans la démarche d'évitement et en termes d'évaluation environnementale, la plus-value d'une évaluation environnementale, c'est justement de pouvoir disposer d'un historique. Un projet arrive à un instant T où on a un niveau de connaissance sur le territoire bien particulier, mais on a besoin, dans cette démarche d'évaluation environnementale, de pouvoir retracer le fil, l'historique d'un secteur, l'historique d'une protection. Pourquoi on a une protection sur un secteur et qu'on est amené à modifier cette protection? On a besoin aussi, dans le cadre de la démarche d'évitement, d'avoir une approche plutôt globale qui nous permet de comprendre également les scénarios alternatifs qui ont été écartés. Voilà. Donc la deuxième piste, elle était en termes méthodologiques de mieux essayer de conduire la démarche d'évaluation environnementale comme une véritable démarche de projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sens qu'on va avoir du travail pour quelques années à travers ce qui est restitué, mais merci, c'est très intéressant et ça ouvre véritablement des perspectives. Concernant l'atelier 3.1 sur la compensation, est-ce que Marie-Rosa, est-ce qu'il y a une ou deux pistes qui ont émergé à ce stade? Oui, vous m'entendez? Très bien. Donc, on a aussi parlé, bien sûr, de la nécessité de cartographier les enjeux de biodiversité, de pouvoir tout ce que Anne-Sophie a dit sur la nécessité des outils communs. Une petite spécialité, on a parlé d'un rapprochement et de la collaboration des acteurs qui utilisent le foncier, que ce soit les SAFER, les SEN, les collectivités, à l'image de l'expérience occitane. En fait, sur la compensation, le foncier est fondamental.
Or, en fonction de l'endroit où on a besoin de compenser, on a des grosses tensions foncières et ça peut être assez compliqué. Et du coup, les usages sont très tendus. Il peut y avoir même parfois des hausses de prix. Et donc, il y aurait vraiment intérêt à ce que tout le monde se rapproche. Et l'idée, c'était qu'on demande un peu à la Clarco ce qu'ils avaient fait et qu'on puisse en profiter au niveau Nouvelle-Aquitaine. Un exemple comme ça. Et puis, nous, du point de vue aussi de notre rôle de l'État, on s'était dit aussi que ce serait bien de savoir comment mieux suivre les mesures compensatoires qui sont prescrites dans l'efficacité, la pérennité et les difficultés rencontrées et tenir compte des difficultés d'application pour regarder aussi comment on prescrit et, voilà, et que tout ça soit bien efficace. Il y en a d'autres, mais on verra plus tard. Merci. Ouais, c'est une sélection. Merci. Et enfin, Céline Marmet, pour l'atelier 4, vous avez commencé à dessiner des pistes de travail tout à l'heure. Est-ce que vous voulez revenir sur ce point-là? Alors, elle recoupe ce qui vient d'être dit par les autres rapporteurs. Je pense qu'il y a vraiment des points de convergence, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est quand même... Il y a vraiment un intérêt à poursuivre certaines pistes, la planification, la question du foncier. Alors moi, je vais mettre en exergue cette question que j'ai posée tout à l'heure en fin de présentation, la question de la valeur du foncier. Et des valeurs du foncier, et pas seulement la valeur économique. Et aussi, ce qui a été vraiment plébiscité dans l'atelier, c'est le partage indispensable des expériences en cours à venir pour pouvoir créer, enfin de pouvoir faire émulation tout en prenant en compte l'identité de chaque territoire, hein, mais partage d'expérience. C'est vraiment, ça a été dit en fin d'atelier. Merci. Oui, c'est vrai que sur ce sujet du ZAN, il y a en plus des retours d'expérience qui pourront être partagés dans notre région, notamment alors un intervenant qui n'a pas pu en fait se joindre à nous aujourd'hui, mais j'ai en tête une ville en fait de Nouvelle-Aquitaine où à travers en fait un effort de politique de revitalisation de centre-bourg et également à travers plusieurs appels à projets, a réussi en 6 ans à diminuer par 2 le nombre de logements vacants dans sa ville. Je trouve que ce sont des exemples qui sont tout à fait inspirants et ce sont des exemples qui seront à partager pour qu'effectivement on puisse se servir en fait de cet objectif du ZAN quelque part pour rebondir, pour imaginer d'autres façons de faire. Et il y a des leviers qui sont probablement peu activés aujourd'hui. Donc ça rejoint ce qui a été dit. Et je prends bonne note, en fait, pour ma part, de l'importance de ces retours d'expérience, en particulier sur ce point-là. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On voit qu'il y a déjà plusieurs pistes, en fait, qui émergent. Il nous reste un quart d'heure pour échanger tous ensemble avant la conclusion. Donc, écoutez, je propose de prendre les questions telles qu'elles viennent. Est-ce que certains veulent se lancer oralement, directement, donc en levant la main, ou bien via le chat? Si vous avez des questions, peut-être pour avoir éventuellement des points de précision sur certaines des interventions des rapporteurs, voilà, n'hésitez pas à le faire. Alors, j'ai vu une main se lever et se rebaisser aussitôt. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'était volontaire? Alors, oui, Didier là-bas, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Déjà, merci pour tous les intervenants et l'atelier. Bon, on a eu quelques problèmes de connexion, du coup, je n'ai pas pu suivre la fin.
J'avais une question à l'ensemble des participants et puis peut-être à ceux qui sont impliqués dans des actions d'enseignement et de formation dans les futurs concepteurs des métiers de l'aménagement. Je voulais savoir s'il y avait des expérimentations sur des formes pédagogiques et qui mettent notamment en primauté la capacité de ces concepteurs à travailler sur l'évitement et à l'intégrer dans la chaîne de valeur et dans leur process de conception. Est-ce qu'il y a des cas ou des exemples qui peuvent être discutés? Alors, une question, effectivement, une question à l'ensemble sur ces aspects de formation auprès des futurs professionnels de l'urbanisme, du paysage, etc. Est-ce qu'il existe aujourd'hui déjà des projets, des programmes de formation qui permettent d'outiller en fait ces futurs professionnels, notamment sur cette étape d'évitement? Alors, je vois des mains qui se lèvent. J'ai vu la main de Mathias Gaillard. Oui, on m'entend? Très bien. Ouais. Je vais témoigner pour ma part. Du coup, je suis intervenant à l'Institut d'urbanisme de Bordeaux sur le module dont j'ai la charge, c'est méthodologie environnementale. Et donc, c'est des futurs urbanistes, en fait, en général, que j'ai en face de moi. Et je ne leur donne pas que des outils, on va dire, sur la séquence éviter, réduire, compenser. Mais c'est vrai qu'il y a, j'ai plusieurs après-midi, on va dire, où je parle de la séquence éviter, réduire, compenser. Et donc, évidemment, je parle de l'évitement. Mais comme je l'ai évoqué un petit peu aussi dans l'atelier juste avant, je parle aussi de la capacité maximale de compensation d'un territoire qui permet de donner une limite, en fait, au nombre de projets qu'un territoire peut accepter et donc forcer, on va dire, l'évitement de certains projets. Et je pense que ça, ils arrivent à en prendre conscience. Voilà. Alors, on a d'autres mains levées. Pardon, il y a Céline Marmet, si vous voulez prendre la parole. Oui, Céline, je crois que votre micro est coupé. Merci. Oui, c'est un témoignage du même ordre. Moi, j'interviens, je fais une intervention de quelques heures à l'IUT de Génie Civil de La Rochelle auprès d'étudiants au niveau licence. Et ces questions-là sont aujourd'hui dans les programmes. Et moi, en tant que professionnelle, j'interviens, mais elles sont assez partagées au niveau de l'ensemble des intervenants auprès des étudiants. Donc, ce qui veut dire que les choses, on n'est pas forcément en retard de ce point de vue. Enfin, les nouvelles générations sont mieux formées, se seront sans doute mieux formées que nous ne pouvons l'être. Sur ces aspects d'évitement, Céline, pour reprendre Oui. la question de Didier. Hein, ouais. Oui, tout à fait. Merci. Je compléterai oui. D'ailleurs que même les étudiants sont même exigeants, limite envers nous par rapport à ces sujets. C'est-à-dire qu'eux, ils ont très bien compris le problème, non pas de l'érosion de la biodiversité, mais bien de la chute et de l'effondrement. Et ils n'ont pas envie, en fait, de travailler, j'ai envie de dire, pour des aménageurs qui artificialisent à tout bout de champ. Donc, ils sont presque plus en demande que ce qu'on est capable de donner. Voilà. Donc, la question d'après, on avait Brian Padilla qui a levé la main. Merci. En fait, c'était aussi un élément de réponse à la question précédente et pas une question. Pour dire notamment que les témoignages qui viennent d'être donnés vont pas mal dans ce sens. Moi, je donne et je m'occupe de pas mal d'enseignements plutôt à des masters en écologie, mais on a de plus en plus de demandes d'intervention ponctuelle auprès d'autres types de formations, que ce soit des formations en urbanisme ou que ce soit des formations en aménagement paysager, par exemple.
le point qui, pour l'instant, enfin, c'est une avancée qui est très satisfaisante et je pense qu'il y a des vrais ponts qui se font. Mais le point qui peut être assez limitant, et Mathias l'a très bien exprimé à l'instant, c'est le fait qu'on est encore pour l'instant dans le cadre d'interventions qui sont très ponctuelles et qui sont de l'ordre d'un cours qui est dispensé dans le cadre d'un module un peu plus large de 3 heures, alors qu'il y a certainement besoin de construire quelque chose d'un peu plus complet. Et je souligne à ce titre-là, non pas forcément dans dans le domaine de l'urbanisme, mais qu'il y a certaines initiatives, notamment, il me semble, portées par l'UPGE, l'Union des professionnels du génie écologique, qui essaye de promouvoir un rapprochement entre génie civil et génie écologique pour qu'il y ait une vraie formation en écologie dans certaines formations d'ingénieurs en génie civil. Donc là, on est vraiment dans le cadre de conception de projet, mais c'est quand même une proposition assez notable pour être citée, il me semble. Et puis là, après, plus un témoignage de la part des étudiants en écologie qu'on rencontre en grand nombre. Moi, j'observe ces dernières années beaucoup de reconversions d'urbanistes en écologie, qui décident de reprendre des études, des personnes confirmées qui décident de suivre des études en écologie parce qu'il y a une vraie sensibilité à ces questions-là et que le lien n'est pas encore fait. Et ça me conforte aussi dans le besoin qu'il y a à rapprocher les formations et pas simplement à dispenser quelques cours de ci, de là dans des formations qui restent encore très séparées. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que la communauté Nouvelle-Aquitaine pourra éventuellement se saisir de ces questions-là, mais je pense qu'il y a effectivement des sujets assez intéressants à creuser à ce sujet. Il y a d'autres questions. Marine, je te laisse faire la distribution de parole. La prochaine question, c'est Ingrid Gonzalez. Oui, merci. C'est pas pareil, c'est pas une question, c'est plus pour approfondir ce qui vient d'être dit et rebondir sur les propos de Mathias et Brian. Nous, en Occitanie, avec Didier Soustel, on est formateur de formateurs sur l'ERC. C'est dans ce cadre aussi qu'on avait souhaité développer une offre de formation et j'ai envie de dire d'information à destination des techniciens, mais aussi des élus. Moi, à titre personnel, pour le compte de la région, j'interviens dans des masters. Alors là, pour le coup, c'est pas du coup par coup, puisqu'on est en train d'essayer de définir une vraie offre pédagogique avec une ligne directrice sur le foncier et tout ce qui est en lien avec les questions d'éviter, réduire l'artificialisation. Donc, quand même avec un socle fort sur l'ERC. Brian, tu as parlé de l'UPGE. J'ai envie de dire aussi un mot sur l'AFI, l'Association française interprofessionnelle des écologues, qui est en partenariat avec la plateforme Idealco, où il y aura pas mal de formations, de webinaires qui vont être proposés à destination des élus et des techniciens sur tout ce qui est en lien avec l'ERC et le ZAN courant 2022. Merci Ingrid. Ensuite, Loïc Enras a levé la main. Bon. Le micro, ça y est, il fonctionne. Oui, oui, je vais me répéter parce que on en a parlé dans l'atelier auquel je participais. J'ai évoqué, et ça a été évoqué ici aussi, mais l'OFB, on peut en témoigner également. Il y a une méthode d'évaluation des fonctions des zones humides qui est déployée dans le cadre de la séquence ERC et dont la formation est dispensée par différents acteurs qui sont d'ailleurs, donc je pense CEREMA, différents bureaux d'études, donc le TOP et le Forum des Mares Atlantiques. Et c'est vrai qu'elle est déployée de manière à former des agents de l'État et des cabinets d'études, mais aussi des maîtres d'ouvrage qui peuvent être intéressés à la supervision après des travaux d'études qui peuvent être menés dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est déployé concrètement aujourd'hui, cette méthode, dans le cadre de projets déjà avancés où une compensation est à mettre en place. Alors c'est vrai qu'en soi, la méthode analytique préventive qui peut être mise en place, c'est d'exploiter les phases analytiques initiales de cette méthode, qui permettrait de caractériser de manière fonctionnelle un certain nombre de sites potentiellement à éviter. En tant que telle, elle est applicable en dehors du cadre aujourd'hui, enfin, en dehors, dans ce cadre de séquence ERC, mais pas uniquement en R et C. C'est-à-dire qu'en E, je pense qu'elle est sous-employée. Voilà.
Et bon, bien sûr, ça ne concerne que les zones humides, mais bon, voilà ce type de démarche intéressante. Merci. Et la dernière main levée que je vois, c'est Jean-Philippe Gallardo. Oui, je voulais rebondir sur l'enjeu de formation, à la fois formation initiale et il faut savoir à quel destinataire, et aussi de formation continue. Un témoignage, c'est que j'interviens ponctuellement auprès d'architectes en habilitation à maîtrise d'ouvrage, HMONP, sur ces sujets-là. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de mobiliser des futurs professionnels là-dessus. Et notamment qui sont en dessin, en conception, donc maître d'œuvre ou conseil. Après, se poser aussi la question de la formation initiale des maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient privées, aménageurs, lotisseurs, promoteurs, mais aussi la formation initiale ou plutôt continue cette fois-ci des maîtres d'ouvrage publics, je pense aux élus. Qui peuvent justement porter des projets quand on parle de l'enjeu de l'évitement et l'enjeu de l'opportunité des projets à voir ces éléments en ligne de compte. Et après, il y a aussi la manière d'aborder, et M. Labatte le pointait un peu, cette séquence ERC. Est-ce que, comment on parle d'évitement? Je vais prendre l'exemple d'une zone humide. L'évitement, ce n'est pas uniquement de l'évitement surfacique. C'est de l'évitement de fonctionnalité, c'est l'évitement de continuité écologique, de fonctionnalité de services écosystémiques. Et donc, si on arrive à appréhender ou à faire appréhender à des non-experts de milieu naturel et d'écologie la logique complexe de ce fonctionnement-là, et d'une certaine manière sortir de la vision anthropocentrée et de se mettre à la place des espèces, qu'elles soient faunistiques ou floristiques, ça permet peut-être de montrer la complexité des logiques d'évitement et de réduction, et de sensibiliser, donc encore une fois en formation initiale, mais aussi continue, et pas seulement les conseils, mais aussi les maîtres d'ouvrage. Et j'en profite, un point aussi annexe, je pense qu'il est important par rapport à la question que vous posiez en atelier sur quelle idée, quels axes de travail aussi pour la communauté versée. Je pense qu'il est important d'avoir les approches, bien sûr, plan, programme et projet, hein, ça a été évoqué, mais avoir vraiment en tête ce jeu d'échelle, c'est-à-dire que on a différentes échelles de plan-programme, d'une part, on a différentes échelles de projets. Ça peut être des grands aménagements, ZAC, lotissement, et puis des projets plus individuels. Et quand on a la logique d'évitement et de moindre impact et de moins d'artificialisation, c'est un peu les logiques des boîtes dans les boîtes dans les boîtes. C'est-à-dire que si on fait des trop grosses boîtes, on va permettre à des moyennes boîtes, une quantité de moyennes boîtes de rentrer dedans. Et si on fait beaucoup de moyennes boîtes, on va permettre à plein de petites boîtes de rentrer dedans. Et inversement, si les moyennes boîtes sont un peu trop grosses, elles vont appeler à de plus grosses boîtes, etc. Vous comprenez la logique, c'est-à-dire que l'évitement, il se fait à chaque échelle, et je pense qu'il est important vraiment de travailler, d'avoir des axes de travail, d'avoir des retours d'expérience et des méthodologies pour l'ensemble des échelles, que ce soit plan, programme et projet. Baptiste, je vois que l'heure tourne. Il y a encore une personne qui a la main levée. Est-ce qu'on dit que c'est la dernière intervention? Oui, on va prendre la question de Madame Le Saout, hein, c'est ça, de l'Adréal? Oui, c'est ça. Non, c'était juste une réaction, encore dans le domaine de l'évaluation environnementale, c'est que finalement, quand on regarde en fait toutes les catégories de plans-programmes, en particulier les documents d'urbanisme à différentes échelles, différentes tailles de boîtes, comme il vient d'être dit, ou les projets, il y a beaucoup de choses en fait qui passent par cette moulinette entre guillemets. Et je trouve que ça fait beaucoup d'expériences concrètes à différentes échelles sur lesquelles en fait on peut se faire croiser toutes les connaissances là dont on a parlé aujourd'hui, et puis cette méthode en fait qui est très itérative de finalement j'évite, pourquoi j'évite, qu'est-ce que je prends comme mesure de réduction, et finalement comment est-ce que je trace dans le temps. Et je pense que ce sont vraiment des expériences concrètes qui peuvent être intéressantes pour faire croiser les expertises et les pratiques des aménageurs.
Merci beaucoup. Ben, on va tâcher d'être ponctuel là sur cette fin de journée. Merci beaucoup pour les intervenants donc des ateliers, les animateurs, et puis ce temps d'échange. Je vais maintenant laisser la parole à Franck Trousselot, co-directeur de l'Agence régionale de la biodiversité, pour dire un mot de conclusion, et puis ensuite Monsieur Jacques Régade clôturera cette première journée de séminaire. Eh bien, bonjour à tous. Baptiste, on m'entend? Très bien. Merci. Je souhaite tout d'abord m'associer à la satisfaction déjà exprimée quant au niveau de participation à cette manifestation, et plus encore vous remercier pour la qualité des échanges et des travaux réalisés aujourd'hui. On a vu en fait la densité des matériaux que nous collectons en fait au travers des restitutions qui viennent de nous être faites. Je pense qu'on va avoir beaucoup de matériaux grâce en fait à une production que vous avez réalisée aujourd'hui et qui est vraiment tout à fait remarquable. J'ai assisté à l'atelier 1 qui était très intéressant, et j'imagine que l'ensemble des autres ateliers étaient de la même teneur. Alors, comme vous l'avez compris, il ne s'agissait pas pour nous d'organiser aujourd'hui seulement une journée d'échange sur la séquence ERC, utile au demeurant, mais d'inaugurer, d'impulser une dynamique collective dans la perspective de progresser dans la mise en œuvre de la séquence. Donc, l'objectif est de donner suite, de nous retrouver dans quelques temps pour faire le point sur ce qui a été fait, sur ce qu'il convient de faire, s'interroger sur nos progrès et nos échecs. Nous souhaitons donc construire une dynamique de réseau, vous l'avez compris, une communauté où l'objet est d'avancer ensemble, d'apprendre de nos expériences et de définir un espace pour nous aider en fait à agir. Nous avons entendu aujourd'hui des témoignages qui sont riches d'enseignements. Nous avons partagé des constats, des expériences, des enjeux. Nous avons ensuite organisé notre réflexion autour de questions clés lors des ateliers qui viennent de nous être restitués. Des problématiques et des actions à conduire ont émergé. En prenant un peu de recul par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, finalement, ce matin, nous avons insisté sur le fait que la séquence ERC est finalement pas si récente que ça. C'est une démarche qui n'est pas nouvelle, mais qui a été renforcée effectivement par des lois récentes. Et finalement, j'ai beaucoup entendu aujourd'hui de questions associées à des démarches émergentes. Et finalement, c'est sans doute un bon signe. Le besoin de connaître, le besoin de retour d'expérience, le besoin d'outils, le besoin d'échange, le besoin de travailler en collaboration, le besoin de se former sur ces sujets et d'échanger. Et donc finalement, cette idée renforcée d'un intérêt de la création de notre communauté. Alors peut-être conviendra-t-il de déterminer des priorités au regard de nos moyens. Néanmoins, tous ces matériaux que nous avons collectés aujourd'hui ont vocation à alimenter une feuille de route qui sera finalisée prochainement par l'État et la région sur les bases des travaux conduits aujourd'hui. Alors très concrètement, Baptiste Régnery vous a présenté ce matin des éléments de suite du calendrier, je vous les rappelle. À l'issue de ce séminaire, une synthèse de la journée sera produite et diffusée. Elle sera alimentée, elle va alimenter les travaux de notre comité de pilotage de la démarche qui définira donc la feuille de route au regard des enjeux et des moyens disponibles. Cette feuille de route sera précisée, diffusée et disponible sur le site internet de la communauté dans les prochains temps, disons au cours du premier trimestre 2022. Et elle précisera les chantiers retenus et discutés ce jour qui pourront prendre la forme de ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est-à-dire de groupes de travail thématiques, de mise à disposition de ressources au travers de retours d'expérience. Peut-être allons nous inspirer de nos collègues d'Occitanie en organisant par exemple des visites, des échanges.
en tout cas de l'accès à l'expertise, à des outils, des méthodes. Pourquoi pas, comme il vient d'être discuté, des formations ou des webinaires. Puis, dans tous les cas, d'une nouvelle rencontre, car notre objectif est de faire le point régulièrement avec vous sur les travaux à réaliser et sur les travaux réalisés et ceux à conduire. Donc, ces travaux seront engagés dès 2022. Il est envisagé aussi de vous proposer une signature de charte d'adhésion pour formaliser votre appartenance à cette communauté. Le site internet de la communauté sera accessible dès janvier 2022, comme Baptiste vous l'a indiqué tout à l'heure. Et comme vous le voyez, nous inspirons des démarches inspirantes des collègues, notamment des collègues d'Occitanie, mais aussi d'autres collègues en France sur ces questions. Pour conclure, je dirais que voilà maintenant plusieurs années que la RBNA souhaite contribuer à son niveau, dans le cadre de ses missions, à faciliter l'appropriation et la mise en œuvre efficace de la séquence ERC. Nous pensons que cela passe nécessairement par le croisement des regards, la capitalisation et le partage de l'expertise et une certaine montée en compétences collectives sur ces sujets. La loi de reconquête de la biodiversité de 2016 et plus récemment la loi climat et résilience proposent des objectifs ambitieux, en particulier lorsqu'on donne pour objectif l'absence de perte nette de biodiversité. L'application efficace et partagée de la séquence ERC est sans aucun doute un levier essentiel pour œuvrer non seulement à la préservation de la biodiversité, mais aussi à la détermination d'un modèle de développement durable. On l'a souvent évoqué au cours de la journée et au cours des ateliers. L'enjeu, il est là. Il est de pouvoir croiser à la fois la préservation de la biodiversité et puis l'activité humaine, donc construire de nouveaux modèles de raisonnement. Et c'est ça tout l'enjeu sur lequel nous avons à travailler. Voilà pourquoi nous accompagnons aujourd'hui avec satisfaction l'État et la région dans cette initiative visant à créer une communauté régionale sur la séquence ERC. Voilà pourquoi nous nous plaçons aussi à votre disposition pour avancer collectivement et concrètement sur ces sujets. Pour en terminer, je souhaite remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée dans un contexte difficile. Nous aurions souhaité organiser cette journée en présentiel et il a fallu en fait tout réorganiser en fait en urgence. Donc nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pour que cette journée reste réalisable et je les en remercie vivement. Un remerciement particulier à Baptiste Régnery qui s'est fortement investi dans ce projet de la communauté de longue date. Et je leur remercie vivement. Dans tous les cas, je vous remercie de votre participation et de votre contribution et à bientôt. Baptiste, ton micro est coupé. Pardon, merci Franck. Je précise pour ma part que c'est un travail collectif, mais merci beaucoup. Et puis nous allons écouter Jacques Régade pour clôturer cette journée. Jacques Régade, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, merci. Vous m'entendez cette fois-ci? Très bien, très bien. Merci, très bien. Oui, ben écoutez, merci pour cette journée. Donc, le séminaire, le webinaire plutôt a été imaginé comme une première étape, ça a été dit, comme une première phase d'impulsion sur cette dynamique de la communauté régionale. On peut constater que cette première étape est une étape, je pense, réussie, malgré le format en distanciel. Donc, c'est une étape réussie. C'est une initiative qui s'inscrit, alors je parle dans cette conclusion au nom de la région et de l'État, qui s'inscrit dans un cadre un peu plus large. Ça a été dit, à la fois le cadre national qui vient d'être rappelé par Franck Rousselot en termes d'outils législatifs, les outils méthodologiques qui ont été rappelés ce matin par Thomas Le Sueur,
et puis les réseaux d'acteurs qui se sont mobilisés, en particulier l'OFD qui anime le niveau national sur la séquence ERC, ainsi que les différentes communautés qui se sont constituées ou qui vont se constituer à l'échelle régionale. Donc on est dans ce cadre national-là. Au niveau régional, la stratégie régionale pour la biodiversité qui est en cours de réalisation, évidemment, sera une étape importante et intégrera complètement les travaux et les initiatives dans le domaine de l'ERC. Il y a également des fondements importants qui ont été portés à l'initiative de la région à travers les travaux d'Acclimatera sur la prise de conscience des enjeux qui contribuent à une prise de conscience collective, donc à une évolution des conceptions. Et puis, les politiques régionales, en particulier à travers le SRADET et la feuille de route Néoterra, qui en est le pendant, effectivement, permettent d'avancer concrètement sur ces dossiers. Donc, on est dans ce cadre assez riche et évolutif à différentes échelles. Ce que je peux retenir en quelques mots de cette journée, je voudrais le synthétiser. Donc, d'une part, la forte mobilisation, entre 100 et 200 participants au pic de la journée, donc c'est une très, très bonne mobilisation. Ça démontre également une diversité des participants. Ça démontre une certaine envie, une appétence, en tous les cas, pour ce sujet. Et on a vu également à travers les échanges dans les ateliers et à travers le chat, les questions qui ont été posées. Donc, on a réellement une dynamique qui s'installe. On en est très heureux. Le deuxième point, c'est l'intérêt de cette approche systémique, finalement, de l'approche de la gestion de la complexité des projets, à la fois dans le domaine de la conception des projets, de la maîtrise du temps, de la maîtrise des coûts, de l'expertise nécessaire ou des expertises nécessaires dans les phases préparatoires, et évidemment à l'enjeu qui n'est pas nouveau, mais à l'enjeu qui devient prégnant, de prendre soin de notre environnement au sens large, et en particulier la biodiversité, mais pas uniquement. Cette communauté régionale, donc, elle apportera probablement, et en tout cas, c'est la vocation qu'on y donne, elle est censée apporter des réponses à ces questions, à cette complexité, des réponses qui se baseront sur le fait que la diversité des acteurs peut mieux se comprendre dans un dialogue transversal, dans un dialogue apaisé, dans un lieu d'échange neutre, je dirais, qui permet effectivement de dépasser les postures à la fois d'instructeurs, de porteurs de projets, de bureaux d'études, de financeurs. Donc, on a des postures qu'on retrouve dans la vraie vie. On donne la possibilité à ces différents acteurs de se trouver dans un cadre neutre, où on essaie d'échanger de manière apaisée sur les dossiers pour aller plus loin et pour améliorer globalement la qualité de notre aménagement. Donc ça, c'est un point important. Donc, se comprendre sur les enjeux, être à l'écoute des uns des autres, ça me semble un fondement qu'on a pu partager aujourd'hui dans cette première séquence. La communauté, elle va nous permettre également de travailler sur la cohérence. On a beaucoup parlé là, dans les interventions d'anticipation et puis de pouvoir se projeter, concevoir les projets de demain. Donc, tirer l'expérience des projets actuels, des coups partis qu'on gère des fois avec beaucoup de tension au jour le jour. Donc, tirer l'expérience de ce qui est fait au jour le jour par les différents acteurs ici présents pour concevoir des solutions de demain, donc des façons d'aménager, des réponses qui sont nécessairement pas les mêmes que ce qu'on a pu imaginer il y a 5-10 ans et dont on gère aujourd'hui les conséquences. Il y a également, Franck Trousseau vient de le rappeler, la nécessité, ça a été beaucoup abordé dans le dernier échange, de la montée en compétences. On a beaucoup parlé de formation, effectivement, la nécessité d'essaimer, la nécessité de faire passer les messages, là aussi sur la base des retours d'expérience, mais également sur la base de travaux méthodologiques, de travaux scientifiques plus robustes, qui existent maintenant et qui n'existaient pas il y a quelque temps. Donc, on a vraiment intérêt et on peut monter en compétence avec cet apport. Et évidemment, donc, l'objectif qu'on se donne de produire des outils, des méthodes, d'échanger, de trouver des solutions innovantes, de tirer les meilleures leçons de nos expériences respectives, c'est effectivement un point important et une attente importante dans ce réseau. Ça n'empêche que chaque acteur, lorsqu'il reviendra dans sa position qui est la sienne,
devra prendre ses responsabilités. Hein. Donc, on n'a pas effectivement, le réseau ne doit pas être non plus, on ne doit pas se donner bonne conscience avec une communauté, on doit également, chacun à son niveau, prendre ses responsabilités et réellement mettre en pratique les bonnes idées, les bonnes pratiques qu'on va pouvoir échanger dans ce cadre-là. Et puis, nécessité, je pense, également d'élargir le sujet au-delà du champ de la biodiversité. Je reviens sur cette composante un peu plus sociologique, sur la nécessité du débat public, de la participation du public, qui est aussi une façon de travailler sur les projets, d'éviter certains enjeux ou certains impacts. Et cette dimension-là, on ne la traite pas forcément beaucoup aujourd'hui. C'est une dimension importante qui doit trouver sa place dans la conception, dans les méthodes de travail autour de la séquence ERC. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais effectivement, les développements de ce matin, vos propositions en atelier cet après-midi, ont permis d'effleurer ces sujets, de montrer qu'effectivement, on a un champ de compétences, une marge de progrès importante, et cette communauté pourra effectivement avoir beaucoup de matière pour arriver à progresser collectivement. Pour conclure, je voudrais adresser évidemment quelques remerciements, d'une part aux différents intervenants de la matinée et puis également aux animateurs des ateliers cet après-midi pour leur clarté, leur disponibilité et leur volonté de se mettre à la disposition du collectif. Je remercie alors plus précisément l'équipe d'organisation, donc Baptiste Régnery qui a effectivement depuis plusieurs mois, voire un bon nombre de mois, travaillé et anticipé ce sujet pour nous permettre effectivement aujourd'hui de travailler en bonnes conditions. Donc merci à l'ARB et à Baptiste Régnery de ce travail. Pour la région, je vais sans doute oublier des noms, mais je vous prie de m'excuser à l'avance, mais je remercierai Séverine Duchesne, Catherine Ménard, Anne-Sophie Chaplin et Marine Laval, qui ont travaillé dans l'équipe projet qui a permis effectivement de monter cette journée. L'OFB à travers Didier Labatte qui nous a également contribué à ce travail. Et puis pour l'Adréal, l'équipe de Julien Peltange, avec Marie-Rosa, Alexandre Dumaître, Johanna Gara et Pierre Baille, également sur la mission évaluation environnementale, qui ont contribué à cette préparation. Donc merci à ce groupe projet qui nous ont permis de travailler aujourd'hui dans de bonnes conditions. Les participants, je vous remercie à la fois pour votre écoute. Vous avez été nombreux tout au long de la journée. C'est très bien. Et puis également pour vos contributions, à la fois écrites à travers le chat et également à vos contributions dans les groupes de travail et à vos questions. Donc, comme le disait Franck Trousseau, donc on reviendra vers vous hein, pour effectivement donner des suites à cette journée. Ça me semble très important. Les prochains rendez-vous, la feuille de route, ça a été dit. La nécessité d'approfondir certains sujets à travers des groupes de travail qui nous permettront d'aller plus au fond des sujets. La nécessité de faire connaître la démarche, et faire connaître, ça veut dire l'enrichir, et probablement en ligne de mire un prochain séminaire en 2022. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, je pense que ce sera une étape importante de se retrouver en 2022 pour partager à nouveau autour des sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Merci à tous et je vous souhaite donc une bonne fin de journée en repassant la parole à Baptiste. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je n'aurais rien à ajouter. Je crois que tout a été dit. Hein. C'est pareil. Voilà, de mon côté, je me joins à ces remerciements. Et puis, je dois dire que voilà, sur le déroulement de la journée, tout s'est extrêmement bien passé. Donc, c'est une grande satisfaction. Et puis, cela a été dit, nous revenons vers vous. Nous avons vos contacts. Nous vous tenons informés suite à cette journée. Hein, des suites qui vont être données, des outils qui vont paraître. Voilà, sachez que, encore une fois, c'est un premier point de rencontre et c'est vraiment le début d'une démarche qu'on va essayer de rendre la plus fructueuse possible. Merci à toutes et tous et puis je vous souhaite donc une très bonne soirée et portez-vous bien en ce mois de décembre avec la perspective des fêtes de fin d'année. À bientôt.